Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, mais un morceau passionnant. On va déconstruire ce qui est en fait le système nerveux d'une entreprise, son système d'information. C'est un peu la tuyauterie invisible qui fait que tout tourne rond. Ou pas. Allez, c'est parti. Pour bien comprendre, on va partir d'une image, une métaphore toute simple. Imaginez une entreprise comme un être vivant. Eh bien, son système d'information, qu'on appelle souvent SI, c'est son système nerveux central. C'est vraiment ce qui va lui permettre de ressentir les choses, de réagir, de réfléchir et, au final, d'agir de façon coordonnée. Et cette idée de coordination nous amène directement au cœur du sujet, la communication. Cette phrase tirée de nos sources le dit parfaitement. Le SI, c'est le véhicule de la communication. Sans lui, c'est le chaos assuré. La main droite de l'entreprise n'a aucune idée de ce que fait la main gauche. Le SI, lui, s'assure que l'info circule et qu'elle arrive au bon endroit au bon moment. Pour être un peu plus précis, son grand rôle, c'est de faire le pont entre deux univers qui, parfois, ont du mal à se parler. D'un côté, il y a ce qu'on appelle le système opérant, pensez au corps de l'entreprise, celui qui fabrique, qui vend, qui fait les choses. Et de l'autre, on a le système de pilotage. Ça, c'est le cerveau, celui qui analyse, qui décide de la stratégie. Le SI, c'est justement ce pont vital entre l'action et la décision. Ok, alors ce cerveau, justement, allons voir d'un peu plus près comment il est fait. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un bloc unique. Il est composé de deux grandes parties, deux cerveaux si on veut, avec des fonctions bien différentes. Alors, on a d'abord le SI opérationnel. Pour continuer notre métaphore, ça, ce sont les réflexes, les automatismes du corps. Il gère le quotidien, le maintenant, la facturation, la gestion des stocks, la paie, bref, tout ce qui doit tourner sans qu'on ait besoin d'y penser à chaque seconde. Et puis il y a le SI décisionnel. Lui, c'est tout l'inverse. C'est la pensée consciente, stratégique. Il ne regarde pas le présent, il analyse le passé pour aider à construire l'avenir. C'est lui qui va aider à prendre les grandes décisions. Et là où ça devient vraiment parlant, c'est qu'on regarde le type de données que ces deux systèmes utilisent. C'est le jour et la nuit. D'un côté, pour l'opérationnel, on a des bases de données de production. L'info est ultra précise, détaillée, elle concerne le présent immédiat. C'est fait pour les managers, le personnel sur le terrain. De l'autre côté, pour le décisionnel, on a ce qu'on appelle des entrepôts de données, ou data warehouse. Là, l'information est agrégée, synthétisée. On ne regarde pas les détails, on regarde les grandes tendances sur des années. Pour faire simple, le premier, c'est combien de vis il y a en stock à 7 minutes précises. Le second analyse les tendances de vente de vis sur les 5 dernières années pour préparer la prochaine commande. C'est pas du tout la même chose. Bon, ce système nerveux, aussi intelligent soit-il, il ne flotte pas dans les airs. Il a besoin d'un support physique, d'un squelette pour le soutenir et lui permettre d'exister. Et ce squelette, c'est l'infrastructure informatique. Et ce squelette numérique, il est fait de briques très concrètes. On parle des postes de travail, donc les ordinateurs portables ou de bureau. On parle des serveurs, ces grosses machines qui concentrent la puissance de calcul et les données. Il y a bien sûr tous les équipements réseau, les routeurs, les switches, qui connectent tout ce petit monde. Et enfin, les logiciels de base, comme les systèmes d'exploitation, qui font tourner les machines. Voilà, ce sont les os et les articulations de notre entreprise numérique. Et ça nous amène à une question absolument cruciale à l'ère du numérique. Est-ce que l'entreprise doit construire et héberger ce squelette chez elle, dans ses propres murs? Ou est-ce qu'il vaut mieux le louer à un spécialiste à l'extérieur? En gros, il y a deux grandes philosophies qui s'affrontent. D'abord, le modèle on-premise, c'est-à-dire sur site. L'avantage, c'est clair, on a un contrôle total, physique, sur ces machines et ces données. Le gros inconvénient, c'est que ça coûte très cher à mettre en place, à maintenir, et c'est assez rigide. L'autre modèle, c'est bien sûr le cloud. Là, l'avantage, c'est la flexibilité, la souplesse, un coût de départ bien plus faible et une gestion qui est déléguée à des experts. Le revers de la médaille, c'est qu'on devient dépendant d'une connexion Internet et que des questions légitimes de sécurité et de souveraineté des données peuvent se poser. Bien, on a les composants, on sait où les héberger. Maintenant, il faut s'intéresser à la manière dont tout ça est assemblé. Parce que jeter des briques en vrac, ça ne fait pas une maison. Il faut un plan, un grand dessin, une architecture. Et l'évolution de ces architectures est assez parlante. Au tout début, on avait ce qu'on appelle l'architecture centralisée. C'était simple. Un seul ordinateur monstrueux, le fameux mainframe, qui faisait absolument tout le travail. Les utilisateurs, eux, avaient juste des écrans et des claviers, des terminaux passifs qui ne faisaient qu'afficher ce que le grand ordinateur leur envoyait. Et puis, tout a changé avec l'architecture client-serveur. L'idée, c'est de distribuer le travail. On a un serveur central qui stocke les données et qui fait les gros calculs, et des clients, nos PC, qui ont leur propre intelligence et qui gèrent l'interface, une partie de la logique. C'est le modèle sur lequel la plupart de nos applications fonctionnent encore aujourd'hui. Mais l'histoire ne s'arrête évidemment pas là. La grande tendance actuelle, c'est d'aller encore plus loin dans la distribution avec ce qu'on appelle les architectures orientées services.
L'idée, c'est de ne plus penser en termes de grosses applications monolithiques, mais plutôt comme un ensemble de petits services indépendants qui communiquent entre eux. C'est un peu comme passer de la construction d'une maquette en une seule pièce à un jeu de Lego. On peut changer une brique sans tout casser, en ajouter de nouvelles, on gagne une flexibilité et une capacité d'adaptation qui sont juste phénoménales. Pfiou, on a parcouru pas mal de chemin. Alors après tout ça, si on devait distiller une seule idée, le point vraiment crucial à retenir, ce serait quoi? Le voici. Et il est fondamental. Un système d'information, ce n'est pas juste un truc de technicien, ce n'est pas juste le département informatique au sous-sol, c'est bien plus que ça. C'est la matérialisation, c'est l'incarnation de la manière dont une entreprise pense, agit et prend ses décisions. En fait, c'est sa conscience numérique. Et ça nous laisse avec une dernière question. Une question pour aller plus loin. Maintenant qu'on a rendu ce système nerveux visible, comment est-ce qu'on pourrait s'en servir pour évaluer la santé d'une organisation? Après tout, un SI qui est lent, fragmenté, où l'information ne circule pas, est-ce que ça ne révèle pas une culture d'entreprise bureaucratique où les services ne se parlent pas? Et à l'inverse, un SI agile, intégré, rapide, est-ce que ce n'est pas le symptôme d'une entreprise innovante et collaborative? La manière dont une organisation gère son information en dit probablement très très long sur qui elle est vraiment.